Kër Massar, Radio Futur Média. Salamata Ousmane Diallo Pikine pour la Radio Futur Média. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Ndeye Mati Diagne, Mbour, Radio Futur Média. Papa Balla Gueye, Touba, Radio Futur Média. Aminatou Goudiaby, Fatick RFM. Ndeye Awa Gueye, Kaffrine, Radio Futur Média. Baye Assane Diaw, Linguère, Radio Futur Média. Bombay, RFM Babacar Diouf. Ousseynou Diop, Saint-Louis, RFM. Nafissatou Ndiaye, Louga, Radio Futur Média. RFM Midi. Au Sénégal, bienvenue dans le grand journal de la mi-journée. À la une de l'actualité, 2 enfants de 4 et 5 ans noyés dans le fleuve Gambie ce dimanche en fin d'après-midi. Consternation et tristesse dans le Gouloumbou. Dans ce journal, nous reviendrons sur le braquage spectaculaire survenu en fin de semaine dernière à Dakar. 100 millions de francs CFA retirés dans une agence bancaire, arrachés des mains du convoyeur. Que faire pour réduire les risques inhérents au gros retrait? Réponse avec des spécialistes dans un instant. L'an 1 de la 3e alternance, il y a un an, jour pour jour, que le président Bassirou Diomaye Faye était élu au premier tour. À suivre, la radiographie du secteur de la santé, la note de l'éducation nationale et l'avis des citoyens. Enfin, dans notre rubrique Point de vue, débat sur le bilan immatériel du gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko à l'occasion de l'anniversaire de l'élection du président Bassirou Diomaye Faye le 24 mars 2024. À la mise en onde de cette édition, Abdoulaye Diop. C'est la tristesse et la consternation dans le Gouloumbou, dans la région de Tambacounda. Ce dimanche, vers 17h, 2 enfants ont perdu la vie dans le fleuve Gambie, un garçon et une fille âgés de 4 et 5 ans. Plus de détails avec notre correspondant à Tambacounda, Papousseynou Diallo. Les populations du village de Kouar Aladji dans la commune de Missira sont sous le choc. 2 enfants, un garçon et une fillette âgés respectivement de 4 et 5 ans, sont morts noyés hier dimanche dans le fleuve Gambie. De sources proches de l'enquête, ce terrible drame s'est produit vers 17h lorsque ces 2 écoliers ont quitté leur domicile pour une partie de baignade dans le fleuve. C'est ainsi qu'ils ont avancé en profondeur et malheureusement pour eux, ils ont été submergés par les eaux et se sont noyés. Alertés, les éléments du poste de gendarmerie de Gouloumbou se sont déportés sur les lieux pour les opérations de constat. Les 2 corps sans vie ont été repêchés par les sapeurs-pompiers avant d'être acheminés à la morgue du centre hospitalier régional de Tambacounda. Une enquête est ouverte. Tambacounda, Papousseynou Diallo, Radio Futur Média. Restons à Tambacounda où les éléments de la brigade de gendarmerie de Kenyeba, appuyés par le Garci, se sont illustrés dans la nuit d'hier en interpellant par le biais d'une patrouille un charlatan et son acolyte qui faisait partie des auteurs des braquages survenus dans la commune de Madina Fulbe, ce qui porte à 4 le nombre de malfaiteurs arrêtés. Une semaine après les 2 braquages, ils ont découvert dans leur chambre 2 armes à feu, 122 munitions de calibre 12 mm et des comprimés de contrefaçon. Information de notre correspondant Pape Ousseynou Diallo. Une série de braquages en pleine journée notés ces derniers temps à Dakar. Le dernier cas a eu lieu vendredi à Ouakam. Un livreur qui revenait de la banque a été dépouillé de 100 millions de francs CFA. Des braqueurs ont été arrêtés par la DIC. Ces victimes des braquages sont souvent attaquées après des opérations bancaires. Comment faire pour éradiquer ces actes de banditisme? Des spécialistes demandent de revoir la réglementation, mais aussi de faire intervenir l'assurance. Mohamed Ali Mouba. Pour Léopold Gueye, le verre est dans le fruit de l'informel. Certains opérateurs économiques refusent de se formaliser. Le convoyage de fonds obéit pourtant à des normes strictes. Léopold Gueye est le secrétaire général sortant du syndicat national des convoyeurs de fonds et agents de sécurité du Sénégal. Après une expérience de plus de 20 ans dans ce secteur, c'est d'abord qu'il faut que l'informel puisse vraiment être combattu par rapport à tout ce qui est la gestion et le transport de fonds. Maintenant, il s'agit pour les opérateurs quand même de savoir qu'il y a des outils qui sont là à leur disposition pour mieux protéger les biens et puis les finances et puis voilà. Pour le moment, il y a un vide juridique par rapport au transfert de fonds. Un opérateur économique peut transporter 10 fonds, 100 voire 1 milliard de francs CFA à bord d'un simple sachet. Les textes doivent changer selon Léopold Gueye. Oui, ce qui pourrait changer, c'est d'abord respecter la réglementation. Et ce respect de la réglementation-là va permettre d'adapter
le secteur de la sécurité privée à notre ère, au modernisme, aux risques, aux menaces qui existent. Parce que la loi qui est encore d'actualité date de 1978. Et depuis lors, effectivement, les choses ont beaucoup changé. Il faut une adaptation par rapport à la réalité. Et il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et surtout, si on applique la loi à l'heure actuelle, nous avons au niveau du Code du travail, par exemple, au niveau de l'article L180, qui oblige toutes les structures, toutes les entreprises de mettre en place un système de sécurité interne. Donc, il faudrait, en appliquant cette loi, permettre à ce que les sociétés de sécurité privée puissent effectivement se développer davantage. Encadrer le transfert de fonds, faire intervenir aussi l'assurance pour couvrir les risques, soutient Famara Ibrahima Sissé, le président de l'association des clients et sociétaires des institutions financières. Il y a une assurance qui est souscrite aux clients pour en cas de sinistre, c'est-à-dire en cas de vol d'un montant que vous aurez retiré à la banque ou dans une institution de microfinance. Donc la distance entre l'institution et votre lieu de travail ou bien chez vous est assurée. De sorte que si vous arrivez en cours de route un sinistre, comme il en est le cas, l'assureur rembourse ou bien paye le sinistre et poursuivre les délinquants. C'est plus simple pour les usagers que de saisir la police pour à leur niveau eux-mêmes qu'ils poursuivent les délinquants. Le braquage de fonds commence à faire lésion à Dakar. Dernier braquage en date, le vol à main armée près du monument de la Renaissance de 100 millions de francs CFA. Un opérateur venait de retirer 100 millions de francs CFA de la banque. RFM, la radio de toute l'actualité. Venons-en maintenant au premier anniversaire de l'élection du président Bassirou Diomaye Faye. Le 24 mars 2024, en effet, l'actuel chef de l'État était élu avec plus de 54% des suffrages exprimés, ce qui nous amène à faire le bilan d'un an du régime Bassirou Diomaye Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko. Dans le secteur de la santé en particulier, bilan mitigé, c'est le sentiment des différents acteurs. Il n'y a pas de décision ou d'action d'envergure qui ont manqué cette première année. Le ministre de la Santé est attendu sur plusieurs priorités. Awambaye. Un bilan mitigé. C'est le secrétaire général adjoint du syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal qui livre son appréciation sur le bilan du premier anniversaire de l'actuel régime dans le domaine de la santé. Le docteur Diabel Dramé parle de l'absence d'une lettre de politique sectorielle. Il y a des soucis concernant la gouvernance sanitaire. On nous avait vendu un projet allant dans le sens d'une bonne gestion des ressources humaines avec des appels à candidature. Paradoxalement, on a vu tout le contraire au niveau du secteur de la santé et de l'action sociale. Également, en termes d'offres de services, on n'a pas senti la valeur ajoutée par rapport à la gestion de ce régime. Quand même, les acteurs de la santé que nous sommes avons essayé quand même de maintenir le cap en attendant, bien entendu, qu'on puisse partager avec nous une lettre de politique sectorielle avec des plans d'action soutenus qu'on pourra mettre en œuvre. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Jusqu'ici, depuis un an, on n'a pas cette lettre de politique sectorielle. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale se cherche encore. Rien de nouveau à part la disponibilité à nouveau d'une partie des données sanitaires inaccessibles ces dernières années. C'est le constat du président de l'Association des journalistes en santé et développement, Eugène Kali. Ce que je vois depuis qu'il est là au ministère, il est dans la continuité. Il fait le tour des hôpitaux. Il se cherche encore dans le secteur de la santé. Par contre, ce qu'on peut retenir sincèrement de son bilan, c'est qu'il a réussi quand même à faire revenir une bonne partie des syndicalistes qui avaient refusé de donner l'information sanitaire. La santé, un secteur où tout est priorité, tarde à répondre aux nombreuses attentes des populations. Le ministre est très critiqué par les acteurs sur son style de management qui, selon eux, doit être boosté pour plus d'efficacité. Après la santé, l'éducation, un secteur transversal qui a connu beaucoup de mouvements d'humeur et de menaces d'aller en grève. Le régime en place, quel bilan entre
réalisations et promesses, les attentes sont encore grandes. Des acteurs se prononcent dans ce dossier ficelé par Koumba Sandiane Faye. L'éducation, un secteur transversal. L'on a assisté à des menaces de grève dans le secteur du côté du G7. Les syndicalistes, certes pas trop habitués au bilan, mais leur constat est là. Juste des engagements pour cette première année de gouvernance du régime Diomaye Sonko. Déjà un début de solution pour les décisionnaires, des engagements aussi pour ce qui est des lenteurs administratives. Amidou Diédiou est le secrétaire général du CELS. Mais au-delà de cette question des décisionnaires, nous notons pour le dire également avec satisfaction la mise en place de e-carrière qui constitue un autre pas vers la fin des lenteurs administratives, même si en définitive la question est laisse entière puisqu'il y a la question de l'interconnexion. Nous pouvons noter enfin peut-être l'introduction de l'anglais que nous avions dénoncé à son temps, mais qui après évaluation nous permet de nous réaliser qu'il y a encore des choses à faire. Mais les chantiers sont énormes. Voilà des questions sur lesquelles le gouvernement doit s'arrêter, selon les syndicalistes. Comment arriver à la rémunération de la pension des décisionnaires? Comment arriver justement à délivrer une imputation budgétaire aux décisionnaires à la retraite? Mais comment arriver à élargir l'âge de la retraite à 65 ans? Autre question sur laquelle ils sont attendus, la lenteur administrative. Il faut mettre fin désormais aux lenteurs administratives. Pour toujours cette première année, des efforts ont été consentis, nous disent les Gorbalsi de la société civile. Il est le président de la coalition nationale pour une éducation pour tous du Sénégal. Les nouveaux lycées l'INEC, les lycées armées Nation qui ont été ouverts dans 2 régions suite à un partenariat avec le ministère des Forces armées. Il y a aussi le concept NITE, la nouvelle vision du ministère de l'Éducation nationale pour la transformation de l'humanité. Il y a aussi d'autres initiatives comme par exemple la formation des enseignants dans le numérique avec d'autres partenaires dans le cadre du New Deal. Ce militant de la société civile, il faudrait plus de rigueur. Il doit y avoir aussi quand même une solidarité gouvernementale dans le secteur de l'éducation avec d'autres ministères comme par exemple le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de la formation professionnelle, mais aussi le ministère des collectivités territoriales parce que l'éducation est une compétence transférée. Vous avez vu que récemment lors du conseil des ministres, lors du conseil interministériel, il a été signalé plus de 400 élèves. Durant cette année, il y a aussi le recrutement spécial des 2000 enseignants annoncés, même si la procédure tarde jusque-là à avancer. Pour l'enseignement supérieur, la seule réalisation, la signature du décret du SAES. Quant aux étudiants et ceux qui sont en master, ce nouveau régime a suspendu leur bourse d'accompagnement. Toujours dans le bilan de l'an 1 du président Bassirou Diomaye Faye à la tête du pays, nous nous sommes rendus à Ndiaganyao, son village natal. Les populations continuent de garder espoir, l'accès au financement pour les femmes, le déplacement des jeunes et des femmes à Dakar à la recherche d'emploi, la route Sandiara-Ndiaganyao. Aucun acte n'est encore posé, disent-ils, mais ils restent confiants. Ndeye Matidien. Cure-dent à la bouche, Djei Faye est vendeuse de pain invendue en boulangerie. Elle guette les clients à côté de la place publique de Ndiaganyao. Selon cette dame, 1 an après que Bassirou Diomaye Diakhar Faye est au pouvoir, les femmes attendent toujours des politiques de développement qui les fixent dans les villages. Il faut des projets pour nous les femmes, pour qu'on puisse rester dans nos villages. Nous avons adressé des demandes de financement au gouvernement de Diomaye, mais toujours pas de réponse favorable. Moussa Faye est le président des Jakartaman de Ndiaganyao. Le jeune homme sur sa moto dit n'avoir remarqué aucun changement dans le village avant de plaider pour l'élargissement des délais d'immatriculation des 2 roues. 3 mois, ce n'est pas suffisant. La route Sandiara-Ndiaganyao est impraticable. Le président doit réagir car c'est difficile pour nous. Aller à Ndiaganyao reste un parcours de combattants. La route en latérite Sandiara-Ndiaganyao, complètement délabrée, demeure la principale doléance des villageois. Christophe Ndour, chauffeur. Il maîtrise nos préoccupations pour être né dans ce village. Je n'ai remarqué aucun acte concret, mais je garde espoir. Nous, les Jakartamens, nous lui demandons de repousser un peu le délai pour l'immatriculation de nos motos. Aujourd'hui, 24 mars, marque la première année au pouvoir du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Des populations de Ndiaganyao, son village natal, disent l'encourager à s'attaquer aux priorités des Sénégalais. Ndeye Matidien, Ndiaganyao, Radio Futur Média. La première année du gouvernement Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko à la tête du pays. Qu'en pensent les Sénégalais? Ibrahima Diamé a tendu son micro à certains d'entre eux.
Honnêtement, je vois que ça n'avance pas. À cause des arrestations passées, au lieu de s'occuper de la moralité des jeunes. Mais c'est tout ça. On n'est pas encore au rythme qu'ils avaient dit. La jeunesse doit avoir du boulot et puis les licenciements. D'après mon point de vue, c'est ça. Pour les bilans, c'est trop tôt pour en parler. Mais la reddition de comptes, déjà, ça on peut dire que c'est un bilan. Encore les projets, leur vision, mais on y croit quand même, on a la foi. Wow. Mais on va attendre un pareil, Inch'Allah. Ça ira, Inch'Allah. C'est Dieu qui va programmer. Mais Inch'Allah, on va accompagner les deux, Bassirou Diomaye Faye avec les Sonko-là, Inch'Allah. Ce qu'ils ont fait, d'ici un an, s'ils peuvent avancer, on n'a qu'à le faire. On n'a qu'à que le pays, tout le monde avoir de l'argent. Dans les poches, la première année là, c'est bon, c'est exceptionnel, mais on n'a qu'à le faire pour qu'il travaille très bien, pour que le travail continue très bien, qu'il ne faut pas décourager. Je ne peux pas vous dire le bilan, mais je vais tout d'abord commencer par remercier Dieu. Parce que le fait qu'ils soient nommés comme président tête d'un gouvernement vraiment qui était un peu, je dirais pas pourri, mais détesté par le pays, je dirais Alhamdoulilah. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce bilan à 12h16. En attendant d'y revenir un peu plus largement, ce sera dans notre rubrique Point de vue à la fin de cette édition. En attendant, parlons de ce communiqué du bureau politique de PASTEF sur ce qu'il qualifie d'injure publique de la part de certains chroniqueurs. Selon un analyste politique, il faut requalifier ce qu'est l'injure. Demba Gueye s'interroge sur l'incohérence de la classe politique sénégalaise, car les dérives d'hier ne sauraient être plus honorables que celles d'aujourd'hui. Boubacar Dian. Selon Demba Gueye, il n'y a rien de nouveau dans ce que dénonce le bureau politique du PASTEF aujourd'hui. Au contraire, l'analyste politique estime que le parti au pouvoir a du mal à accepter les critiques, d'où son interrogation sur le niveau de maturité de la classe politique sénégalaise. Le niveau de maturité, c'est quoi? C'est qu'on a une classe politique qui a du mal à être cohérente, qui a du mal à être cohérente dans ses positions. Les positions changent selon qu'on est dans l'opposition ou bien au pouvoir. Aujourd'hui, la position du PASTEF d'aujourd'hui n'aurait pas été la même si le PASTEF était dans l'opposition. Dans son communiqué, le bureau politique du PASTEF interpelle le Conseil national de régulation de l'audiovisuel ainsi que le CORED face à ce qu'il qualifie de dérives qui peuvent saper les valeurs de notre vivre ensemble. Ibrahim Bahoum, ancien du CNRA, pense que l'organe de régulation ne saurait agir pour le moment. Maintenant, le CNRA, au moment où nous parlons, n'a qu'un président, il n'a pas de collège. Le CNRA peut pas passer tout son temps, le président, lui, passer tout son temps à réagir à la pièce. Alors, ça, c'est un. Deuxièmement, également, il ne faut pas que les gens oublient que le CNRA ne fait pas de la censure a priori. La censure a priori serait, vous allez dire ceci, je vous fais. Non, le CNRA ne peut pas savoir ce que vous allez dire. C'est une fois que vous l'avez dit. Une chose s'impose de l'avis de Demba Gueye, faire la démarcation entre ce que l'on qualifie d'injure selon la langue. Ce qu'on appelle injure ici aujourd'hui, encore une fois, on l'aurait dit en français, ça ne choque personne. Donc, il faudrait qu'on délimite cette ligne de démarcation pour que l'on puisse comprendre c'est quoi une injure, c'est quoi une insulte. Est-ce qu'une insulte, c'est quand on parle dans la langue nationale et quand on parle dans une langue étrangère, ce n'est pas une insulte. Il faudrait que les Sénégalais soient d'accord sur ça. Une ligne de démarcation s'impose donc, mais en attendant de trouver un consensus là-dessus, les partisans de la mouvance présidentielle s'indignent. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Les enseignants de Ziguinchor sont en grève aujourd'hui, en mot d'ordre pour dénoncer l'agression de l'un de leurs collègues par des jeunes qui jouaient dans la cour d'une école. Cette grève a été largement suivie par les enseignants. Ils demandent plus de sécurité. Lamine Ba.
Le mot d'ordre de grève à l'appel de l'intersyndicale des enseignants du département de Ziguinchor a été largement suivi ce matin. Les initiateurs disent avoir atteint leur objectif. Joseph Bogal, porte-parole de l'intersyndicale. Oui, le mot d'ordre de grève a été largement suivi donc, dans toutes les écoles, d'après les rapports que nous obtenons. Mais aussi, donc, au-delà de ça, la déclaration aussi, donc, a aussi réussi parce qu'il y avait une forte mobilisation de la communauté enseignante donc, pour s'indigner par rapport à ce qui s'est passé au niveau de l'école de Belfort. Les syndicalistes disent avoir agi de la sorte pour mettre fin à la série d'agressions contre les enseignants du département de Ziguinchor. Pour eux, le message est bien passé au niveau de l'opinion. Ce que nous voulions, c'est tout simplement marquer notre indignation par rapport à l'acte qui a été posé au niveau de l'école élémentaire de Belfort, mais aussi rappeler donc à la communauté que l'école est un espace dédié aux cours et pas au football ou autre chose. La priorité doit être accordée aux enseignants quand ils font des cours à l'endroit des enfants. Mais ce que nous ne pouvons pas comprendre, que des gens s'arrogent donc le droit de privilégier le football ou autre activité, donc au-delà des cours qu'on doit dispenser au niveau des écoles. Les autorités administratives et académiques ont été saisies pour qu'elles prennent leurs responsabilités devant l'ampleur des agressions contre les enseignants, explique Joseph Boukal. Les autorités ont été saisies sur la question, donc les autorités académiques ont été saisies, les autorités administratives, et nous allons suivre le dossier. Parce que comme donc le jeune qui a agressé donc notre camarade a été arrêté depuis le vendredi, donc ce que nous exigeons, c'est que donc il soit donc traduit donc au niveau du tribunal, qu'il soit jugé et que donc on puisse vraiment lui donner la sanction qui s'y est. Quand même, personne donc au niveau donc de la région ne va plus s'aventurer donc à attaquer un enseignant dans son lieu de service. Les agressions contre les enseignants qui aboutissent à des perturbations du système éducatif sont récurrentes. Les autorités académiques et administratives sont appelées à prendre leurs responsabilités devant la situation. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Autre grève, celle annoncée par les aiguilleurs du ciel. Le syndicat des cadres de l'aéronautique civile du Sénégal maintient son mot d'ordre du 12 avril prochain. Le secrétaire général du dit syndicat salue l'appel au dialogue du ministre de tutelle, mais attend des solutions concrètes par rapport à leur plateforme revendicative. Mamadou Diop est interrogé par Anna Rocha. Oui, nous avons accueilli son appel avec un grand plaisir. D'abord, il faut saluer sa posture et puis aussi l'appel au calme qu'il a lancé. Nous allons juste rappeler que nous avions déposé un préavis de grève et qu'un préavis, c'est une formalité légale. Au-delà d'être une formalité légale, c'est un outil de dialogue social. Donc nous sommes dans ce dialogue-là et nous sommes résolument inscrits au chapitre du dialogue. Est-ce que cela veut dire que vous maintenez toujours votre mot d'ordre de grève annoncé pour le 12 avril? Oui, le mot d'ordre il reste maintenu tant que nous n'avons pas encore de satisfaction sur les points qui ont été inscrits au niveau du préavis. Donc le ministre a appelé à la poursuite des négociations et nous allons bien sûr poursuivre les négociations et espérer une satisfaction totale et entière des points inscrits sur le préavis, faute de quoi nous irons certainement en mouvement d'humeur. Est-ce qu'il y a tout de même des points qui pourraient vous faire reculer, on va dire? Des points, non, on a été clair. Les points qui ont été énumérés ne sont pas nombreux. On termine la première partie de cette édition avec le démarrage ce matin des inscriptions pour le pèlerinage au lieu saint de la chrétienté. C'est déjà l'affluence dans les bureaux du comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques. 450 pèlerins feront cette démarche de foi, un voyage spirituel prévu du 22 août au 11 septembre prochain. Les fidèles sur place ne cachent pas leurs émotions. Reportage Salimata Awa. C'est déjà l'affluence pour les inscriptions au pèlerinage catholique. Oui, 52, j'étais à 52. Devant une pile de documents, Émile Ndiaye cherche à mettre de l'ordre avant le dépôt. Il est tout ému. Tellement content si on parvient à partir. Déjà les inscriptions, ça veut tout dire. On a envie d'aller visiter le Seigneur, suivre ses pas. À l'intérieur, le bureau de Estelle, la secrétaire, déborde de monde. Chacun veut avoir une réponse à sa question. Pour la chargée des inscriptions, ceci n'est qu'une première étape et cet engouement peut être expliqué par la coïncidence de l'année jubilaire. Madame Beng Maria Ndiaye. C'est plutôt le nombre de personnes qui sont intéressées par ce pèlerinage, cette démarche de foi. Ça n'a rien à voir avec l'effectif qu'on a augmenté. Donc c'est plus l'engouement, l'engagement que les chrétiens ont maintenant pour cette démarche de foi qui explique ce rush. 450 pèlerins seront convoyés et chaque pèlerin doit fournir ses dossiers. Le premier jour que le pèlerin
se présente, il devra avoir son extrait de baptême et l'autorisation du curé. Parce que comme c'est un pèlerinage qui est fait pour les catholiques, l'extrait de baptême est une obligation et l'appartenance à une paroisse. On donne aux pèlerins une durée de 15 jours pour constituer le dossier de visa. Mais c'est pas parce que le pèlerin a effectué son versement qu'il a ses documents qu'il est apte à faire le pèlerinage. Donc il y a une visite médicale qui est obligatoire. Donc tout pèlerin qui ne répond pas aux critères définis par le corps médical ne pourra pas effectuer ce pèlerinage. Les inscriptions pour cette démarche de foi se passent dans une très bonne ambiance. Chacun montre sa détermination sous les railleries de Monseigneur pour la belle Mamba. N'inscrivez pas les serreurs, Madame Dienne. N'inscrivez pas les serreurs. L'actualité internationale. L'actualité internationale présentée par un serrère bontain, Georges Détié-Diop, bonjour. Bonjour, et qui a été au lieu saint de la chrétienté. N'est-ce pas? N'est-ce pas? On commence avec la crise dans l'est de la RDC. Le médiateur angolais se retire. Annonce faite ce matin par le président João Lourenço. Le président angolais abandonne son rôle de médiateur alors que le M23 avait annoncé un retrait partiel de la ville stratégique de Walikale à La Rocha. Luanda souhaite se consacrer désormais aux priorités générales définies par l'Union africaine. À la tête de l'organisation continentale depuis près de 2 mois, l'Angola avait obtenu quelques avancées significatives en décembre 2024 en tant que médiateur. La RDC s'était engagée à neutraliser les rebelles des forces démocratiques de libération du Rwanda et le Rwanda avait promis de retirer ses troupes du territoire congolais. Mais après cela, les négociations congolaises ont toutes échoué. Selon le communiqué officiel des autorités angolaises, le sommet prévu le 15 décembre dernier à Luanda n'a pas pu se tenir en raison de l'absence du Rwanda. La dernière tentative de négociation directe entre le gouvernement congolais et le gouvernement rebelle M23 prévue le 18 mars a aussi échoué en raison notamment du refus du M23 d'y participer suite aux sanctions européennes visant certains de ses dirigeants. L'Angola déplore des facteurs externes et étrangers au processus africain en cours qui aurait contribué à cet échec. Certains font allusion à l'initiative qatari parallèle. La Commission de l'Union africaine devrait dans les prochains jours nommer un nouveau chef d'État pour reprendre cette médiation avec le soutien de la communauté de développement d'Afrique australe et de la communauté d'Afrique de l'Est. Les rebelles du M23 sont revenus sur leur promesse de se retirer, accusant l'armée de violer ses propres engagements. En République démocratique du Congo, toujours, c'est ce lundi que commencent des consultations initiées par le président Félix Tshisekedi en vue de la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Majorité, leaders d'opinion, société civile, jeunesse, anciens chefs de corps et membres de l'opposition devraient être consultés seulement. Les principales formations de l'opposition ont décidé de boycotter ces concertations. Elles priorisent les consultations initiées depuis février par les évêques catholiques et pasteurs protestants. Au Kenya, plusieurs policiers tués dans une attaque terroriste. Au moins 6 et 4 autres blessés. L'attaque menée contre un camp de police, selon la police, a été menée donc par des combattants présumés du groupe Al-Shabaab allié à Al-Qaïda. Elle s'est produite dans le comté de Garissa, dans l'est du pays, à la frontière avec la Somalie. Ce lundi, 3e jour de deuil national au Niger. Cela fait suite à l'attaque de Fambita dans l'ouest du pays qui a fait 44 morts et 13 blessés. Vendredi, lors de la prière, des hommes armés ont attaqué une mosquée dans le village, ouvrant le feu sur les fidèles. Des sources sécuritaires ont indiqué à APA News qu'après l'assaut, ils ont incendié le marché local et plusieurs habitations. En Israël, un attentat à la voiture bélier à l'arme blanche et à l'arme à feu a fait un mort dans le nord. Une autre personne a été blessée selon la police. L'auteur de l'attaque a été tué en parallèle 6 jours après la rupture du cessez-le-feu avec le Hamas. L'offensive israélienne se poursuit dans le sud de la bande de Gaza. La Turquie, pour terminer, 10 journalistes turcs dont un photographe de l'agence France Presse ont été interpellés ce lundi à leur domicile à Istanbul. Une information rapportée par l'association turque de défense des droits humains et relayée par RFI. Ces interpellations ont eu lieu au lendemain de nouvelles manifestations déclenchées par l'arrestation du maire d'opposition d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, qui a été incarcéré dimanche pour des soupçons de corruption. Merci Georges Détié-Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM.
Point de vue, ce sera un débat sur le bilan immatériel du gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko à l'occasion de l'anniversaire de l'élection du président Bassirou Diomaye Faye. C'était le 24 mars 2024. Et pour en parler, nous serons avec Moundiaï Sissé, directeur exécutif de l'ONG 3D, et Alassane Seck, président de la Ligue sénégalaise des droits humains. RFM Sport. Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Suleiman. C'est le journal des sports. On commence avec le Sénégal qui vise les 3 points de la victoire face au Togo. Obligation de gagner cette rencontre prévue demain à 21h au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Match qui entre dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Après le match nul du Sénégal face au Soudan à Benghazi en Libye, les Lions du Sénégal sont obligés de gagner pour espérer se rapprocher des 2 équipes qui sont en tête du classement au niveau de la poule B. Comment donc ils ont préparé cette rencontre depuis le retour à Dakar? Sodetiam, que nous écoutons. Le Sénégal a raté l'occasion de passer devant la RDC et le Soudan lors de la dernière journée des phases allées de ces éliminatoires du Mondial 2026. Classés 3e de leur poule, les Lions sont bien conscients de la situation et de ce qui les attend face au Togo, nous dit Ilaï Kamara. C'est un chouette groupe, ça rigole beaucoup. Je pense que ça se passe bien pour l'instant. Voilà, comme j'ai dit, j'espère qu'on va prendre les 3 points contre le Togo. Je pense comme tout le match. Le Sénégal, c'est un pays qui veut gagner tous les matchs et on va essayer de faire la même chose. Je pense que ça change rien. Comme tous les matchs, on veut gagner et le but contre le Togo, c'est la même chose, c'est que la gagne, c'est tout. Avec ce match nul contre le Soudan, les Lions du Sénégal ont la rage de vaincre et pensent donner le meilleur d'eux-mêmes ce mardi pour soulager en quelque sorte les supporters. Chérif Ndiaye. On doit être plus efficace, c'est ce qui nous manque et on a beaucoup bossé sur ça avec le coach. Inch'Allah contre le Togo, les 3 points sont assurés. Nous sommes des lions affamés et nous voulons que la victoire, seulement les 3 points. Gagner 3 points. En attendant cette rencontre, comptant pour la première journée des phases retour face au Togo, ce mardi, les Lions vont s'entraîner cet après-midi au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Les 2 sélectionneurs feront face à la presse comme le veut la tradition avant ce choc prévu demain. Coupe d'Afrique U20, les Lionceaux sur la dernière ligne droite de la préparation. Après la double confrontation avec l'équipe de la RD Congo, le sélectionneur Serine Saludia tire un bilan positif, mais également il prévoit de corriger certaines choses avant d'aller pour cette Coupe d'Afrique des Nations prévue du 26 avril au 18 mai prochain en Côte d'Ivoire. Youssouf Bodian. Après plus de 2 mois de préparation, la double confrontation contre la RDC a été un premier test grandeur nature pour les Lionceaux. Le sélectionneur Serine Saludia est plutôt satisfait. Je pense que ce qui était important dans ces 2 matchs, c'est de dérouler plus ce qu'on a fait depuis quelques temps. On était à notre 5e semaine. C'est vrai que c'est juste 2 semaines qu'on a eu à faire le travail effectif parce qu'après c'était des présélections qu'on faisait. Maintenant, il fallait vérifier tout ce qu'on a fait, les acquis, vérifier aussi les joueurs. Je pense qu'on peut être très bon ici en championnat et sur le plan international, on ne pas être à la hauteur. Donc c'est important de vérifier ces joueurs avant de pouvoir s'enfermer plus ou moins avec un groupe et continuer à travailler. Parce que c'est ça, ce sont ces gens qui vont nous attendre à la CAN. Des équipes qui vont défendre Bégagon, qui ne vont pas vouloir prendre de but. Donc maintenant, ce sera à nous encore une fois de travailler sur la possession, sur la maîtrise, sur cette capacité à changer de rythme, sur cette capacité à plonger dans le dos. Je pense qu'on connaît les chantiers et c'est de l'objectif un peu de ces matchs. Ces matchs amicaux étaient aussi l'occasion d'avoir des certitudes sur les plans de jeu du Sénégal. C'est une compétition, on pourra rencontrer des arts, on pourra rencontrer n'importe qui. Donc, quel que soit l'adversaire, je pense on jouera. Parce que ce qui est important pour le moment, c'est nous. Qu'est-ce qu'on a de faire, comment on le fait, comment on s'adapte, comment on se comporte. C'est ça qu'on a besoin de voir. Et l'adversaire, je pense, ça importe peu. Parce que je pense que c'est des adversaires qu'on ne connaît pas, on va les découvrir en compétition. Donc, il faut qu'on soit sûr de nous, qu'on ait une sécurité pour nous, pour ce qu'on fait. C'est ça qui va faire encore une fois que pourra aller et s'imposer. Les champions d'Afrique ont 1 mois pour se préparer à la défense de leur titre. Le Sénégal partage le groupe C avec la Zambie, le Kenya et la Sierra Leone. Voilà, Suleiman, c'est tout pour les sports. Merci Malal Junior Diagne. Electronic Corp et Beko vous offrent votre revue de presse. La revue de presse avec Youssouf Bodian. Bonjour. À la une des journaux parus ce matin, l'an 1 du duo Diomaye Sonko. Le 24 mars 2024, le Sénégal a enregistré sa 3e alternance qui a porté Bassirou Diomaye Faye à la tête du pays. Le Champ de Mars titre l'Observateur qui note des désaccords dans la grande symphonie du changement.
Le journal ouvre ses colonnes à des experts qui font le point sur l'économie, l'agriculture, la politique, la santé, la liberté d'expression sous le régime PASTEF. L'Obs donne aussi la parole au député de l'opposition Thierno Alassane Sall dans une interview grand format. Un autre opposant, Seydou Gueye, qui fait le bilan dans Vox Populi, l'ancien ministre sous Macky Sall déclare, je cite, « L'illusion s'est vite dissipée, une première année remplie d'angoisse, de doutes, d'inquiétudes. » Fin de citation, un avis que ne partage pas l'actuel ministre de l'urbanisme Bala Moussa Fofana, qui fait aussi son bilan dans Vox Populi, je cite, « C'est une révolution de l'espoir, une renaissance, un vent de renouveau souffle sur notre nation. » Fin de citation. Des progrès insuffisants, s'exclame enquête qui passe au peigne fin plusieurs secteurs, une diplomatie de rupture face aux enjeux de la continuité stratégique, l'audit des finances publiques, renégociation des contrats de pêche, coût de la vie, la justice, la santé et l'éducation, que sont devenues les urgences, s'interroge le journal. Le Soleil parle d'un agenda en marche et l'illustre à sa une avec la photo du président Bassirou Diomaye Faye marchant sur un tapis rouge. Le journal propose à ses lecteurs un éditorial signé par son directeur général Lamine Niang et intitulé « Un an de gouvernance et un cap affirmé ». Un autre éditorial, celui de Hamidou Anne, qui parle de 365 jours de nuances de vide. C'est dans Le Quotidien qui fait les comptes de l'an 1 du régime PASTEF. Source A dresse un bon bilan mais avec des failles. Parmi les réalisations du duo Diomaye Sonko cité par le journal, la baisse des prix de certaines denrées, l'annulation de certaines attributions foncières, le non-renouvellement des accords de pêche avec l'Union européenne entre autres. En revanche, Source A note aussi des questions auxquelles le président Faye n'a pas encore répondu. Il s'agit entre autres des conclusions des assises de la justice, des politiques efficaces d'emploi des jeunes et la migration irrégulière. Selon le Témoin, il y a eu des réformes audacieuses et toujours des défis à relever. Le foncier est le défi majeur, estime le journal. Une réforme du nouveau régime contesté au sein de l'opposition, le retrait de la gestion foncière aux collectivités territoriales, un projet qui fait désordre, titre Wolf Quotidien. Le journal donne la parole à Pape Momar Ngom, maire de Ngongom, qui estime que la mesure va entraîner le blocage total des communes, une proposition inopportune de l'avis de l'expert en décentralisation et droit foncier Kader Fantagom. Sud Quotidien s'intéresse à la diplomatie du Sénégal qui, selon le journal, est passé de leadership affirmé à un recul perceptible. Le duo Diomaye Sonko, qui a été vilipendé par le Front pour la défense de la démocratie et de la République, l'AS nous apprend que des leaders de l'opposition étaient en visite chez les khalifes de Touba et Ndiassane. Source A estime que le FDR pleurniche après seulement quelques arrestations. En sport, 6e journée des qualifications à la Coupe du Monde 2026. Les Lions sont sous haute pression, selon Record, qui parle de la blessure de Pape Gueye, forfait contre le Togo ce mardi. L'équipe du Sénégal tenue en échec samedi par le Soudan. Un match nul, titre Record qui donne la note 7 aux Lions. Bonne lecture à tous. Electronic Corp et Beko vous ont offert votre revue de presse. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h37, bienvenue dans notre rubrique Point de vue, ce 24 mars 2025, un an jour pour jour après l'élection du président Bassirou Diomaye Faye à la tête du pays, dont il a pris le contrôle ou alors la direction. Plus exactement le 2 avril 2024, une semaine après son élection. Nous faisons le bilan de l'an 1 de l'alternance depuis plusieurs jours et aujourd'hui, dans ce point de vue, nous voudrions nous arrêter sur le bilan immatériel du nouveau régime. Pour en parler, nous sommes en ligne et en direct avec M. Alassane Seck, président de la Ligue sénégalaise des droits humains, la LSDH. Alassane Seck, bonjour. Bonjour, Souleymane. Nous comptons être rejoints tout à l'heure par Moundiaï Sissé, directeur exécutif de l'ONG 3D. Mais en attendant, d'abord une précision. Nous parlons du bilan immatériel, c'est-à-dire des actions, disons, non tangibles et plus particulièrement des droits et libertés, la démocratie en général d'une part et d'autre part la gouvernance. Alassane Seck, du point de vue des droits et libertés, pour commencer, quel est le bilan que vous tirez de ces 12 derniers mois sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye et la direction gouvernementale de Ousmane Sonko?
C'est vrai que c'est un exercice pas très simple, hein, très facile, mais on peut constater qu'on peut à la limite dire peut mieux faire. Peut mieux faire parce que nous on attendait, c'est vrai qu'on est près chez nous. Quand nous avons constaté le 29 mai, le lendemain de son installation, le président avait convoqué donc le 29 mai des assises de la justice. Nous on était donc assez optimistes pour penser que les réformes fortes allaient être prises en charge. Les réformes de la justice, notamment le code pénal, le code de procédure pénale. Malheureusement, on attendait donc l'avènement d'une nouvelle assemblée majoritaire, donc favorable au président Bassirou Diomaye Faye. C'était le mois de novembre, 17 novembre, je pense, 17 novembre 2024. Malheureusement... Mais les autorités laissent entendre que le processus est en cours et que c'est un processus au long cours, justement, et qu'il faut du temps pour, justement, donner corps à ces réformes autour desquelles il y a eu un consensus lors de ces assises. Mais nous pensons que quand même, on peut mieux faire au niveau de l'exécution, que ça soit moins lent. Et ça, c'est le constat que nous faisons malheureusement. Constater qu'on peut prendre des décisions aussi rapides, aussi importantes que l'institution d'un juge des libertés. Pour nous, c'est une chose qui peut ne pas traîner en longueur. On devrait pouvoir le faire dans les meilleures conditions possibles. Par exemple, le reste, c'est des projets de loi qui incombent au gouvernement en place. Pour nous, ils ont la majorité écrasante au niveau de l'Assemblée. Expliquant cela, je pense que ça ne devrait pas prendre autant de temps, en notre avis. Sauf que l'Assemblée nationale a été mise en place à l'issue des élections législatives de novembre 2024, ce qu'attendaient certainement ces nouvelles autorités pour passer en tout cas les projets et propositions de loi y afférents. Seulement, novembre à maintenant, on est à 5 mois. Hein. Quand même. Novembre à maintenant, c'est 5 mois. Donc, ça, c'est le temps d'une exécution de ce qu'on peut faire. On peut pas le faire en 5 mois. Donc 5 mois, c'est 150 jours. C'est vrai qu'il y a eu des avancées au niveau de l'exécution des jugements. C'est vrai que cette notion d'instruction qui était en longueur, on pouvait inventer à l'époque ce qui se passait avec l'ancien régime, les gens étaient mis en prison, il n'y avait pas de jugement. Heureusement, cette fois-ci, on a pu voir que les gens sont à la limite traduits en flagrant délit et que le jugement est fait. Et là, on donne l'appréciation au juge en dernier ressort qui exécute, et c'est tant mieux pour ceux qui sont accusés de délit. Ça, c'est une bonne chose. Par contre, les réformes fortes, les réformes profondes, notamment le pouvoir du juge de liberté, le pouvoir donc du procureur, bon, tout ça, c'est incombé au ministère de la Justice, au niveau du gouvernement, ça tarde à être mis en œuvre. C'est ce qui nous inquiète, ce qui nous étonne à la limite. Alors, l'opposition, presque en général, et une partie de la société civile évoque également les arrestations, les restrictions qui sont apportées à la liberté d'expression et à la liberté de la presse. Dernières expressions en date justement de ces restrictions, peut-être la polémique créée par les chroniqueurs, les accusations d'insultes et d'injures à l'encontre des institutions telles que le président de la République ou le gouvernement, pour ne pas dire le chef du gouvernement, qui n'est pas une institution en lui-même, mais le gouvernement est une institution. Est-ce que de ce point de vue-là, vous voyez un recul tel que le dénonce justement une partie de la société civile et l'opposition en général? C'est un grand débat. C'est un débat extrêmement large, extrêmement long. Parce que, quand on peut le constater, on a pu voir aujourd'hui, au niveau, en parlant des chroniqueurs, les chroniqueurs se sont mués, se sont donc transformés en opposants directs. J'avais dit quelque part dans un dossier qu'il faut un discours de responsabilité, de sérénité et surtout de responsabilité. On ne peut pas dire n'importe quoi, n'importe où. Quand vous êtes sur la place publique, vous n'avez pas le droit d'insulter à tout va. Parce que pour nous, au Sénégal, notre culture n'est pas celle de la France. Donc, si quelqu'un se met à parler de choses mauvaises sur une autorité, quelque part, pour nous, c'est un manque de responsabilité, c'est un manque de respect. Et tout ça, ceci peut justifier cela. Donc, c'est un débat. Il faut que les gens qui sont sur la place publique puissent s'exprimer dans la sérénité, mais surtout dans la responsabilité. Et ça c'est pour l'instant une denrée rare. Donc pour vous, c'est un chantier effectivement qu'il faut engager pour assainir de ce point de vue-là. Et peut-être
nouer, bâtir des consensus autour de, comme le disait l'un des intervenants dans le journal, déjà au plan lexical, sémantique, définir un peu les termes, les notions pour pouvoir bien qualifier les choses. Et comme vous dites, c'est un vaste débat. Malheureusement, on n'a pas le temps de l'approfondir dans le cadre de ce point de vue. J'espère qu'on aura d'autres occasions. Venons-en maintenant à la bonne gouvernance. Évidemment, le gouvernement actuel, le régime actuel, met beaucoup l'accent à son crédit sur la reddition des comptes, la bonne gouvernance des affaires économiques et sociales. Est-ce que vous estimez que c'est à bon droit que les nouvelles autorités mettent à leur crédit des réalisations réelles dans ce domaine-là? Ça, on peut le saluer. C'est vrai qu'on peut applaudir parce que c'est une demande sociale, une demande nationale à la limite, la reddition des comptes. Je pense que chacun en parle à tout bout de champ. Donc si aujourd'hui on est dans ce chantier-là, qu'on arrive à peut-être rappeler tous les citoyens à l'ordre que ceux qui détiennent les deniers publics, de y arriver, ceux-là doivent être dans la rigueur, dans la gestion de ces deniers-là. Donc si aujourd'hui on donne l'exemple de ce qui se passe dans les procédures que nous suivons avec vigilance, si on constate cette situation de réduction des comptes, bien en quoi d'enclenchement de cette procédure qui rappelle tout le monde à l'ordre que chacun a le devoir de gérer donc avec rigueur, avec sérieux donc les deniers publics. Si on peut le saluer, on peut applaudir et demander à ce qu'on aille jusqu'au bout. Malheureusement, on attend de voir parce que c'est le début, c'est le commencement. C'est vrai qu'ils sont à leur début, ça prend du temps. C'est le temps de la justice, ce n'est pas le temps donc, du citoyen lambda, mais il est souhaitable que pour un pays comme le Sénégal, un pays en Afrique où il y a beaucoup de laxisme au niveau de la gestion donc, de ces deniers-là, il faudra qu'on soit plus rigoureux, plus sérieux donc, dans le contrôle pour rendre compte de ce qui se passe au Sénégal. Évidemment, il faut un juste équilibre entre la nécessité de rendre des comptes quand même sur la manière dont on a géré les deniers publics, surtout quand il y a des accusations graves quand même portant sur des sommes parfois astronomiques, et d'autre part la préservation quand même des libertés fondamentales des citoyens. Pour vous, la société civile, notamment les organisations spécialisées dans la défense des droits humains, où se trouve la ligne de démarcation, la ligne d'équilibre, le point d'équilibre entre ces deux impératifs, ces deux exigences? C'est ça la difficulté, c'est le vaste débat. Ça, c'est le vaste débat et le vaste exercice, comme vous l'avez bien dit. C'est vrai que pour nous, il appartiendra aux juges, à la justice, aux lois qui sont en vigueur, d'être appliquées dans toute leur rigueur. Je pense qu'on ne peut pas le faire dans le sentimentalisme ou dans l'émotion, mais il est aujourd'hui important que chacun qui essaie d'être dans l'exercice d'une gestion quelconque soit donc conscient de l'importance de son job. Donc, il reviendra en dernier ressort au juge d'apprécier et de constater cette démarcation entre la liberté d'expression, la liberté donc d'un citoyen lambda et la rigueur dans le respect donc de la gestion des deniers publics. Ce qui nous ramène au rôle central de la justice que vous évoquiez au début de notre entretien. Mais il n'y a pas que la justice, il n'y a pas que les droits humains, il y a aussi le contre-coup économique justement de cette bonne gouvernance, même si ce n'est pas le thème central de ce mini-débat. Il y a aussi un autre point d'équilibre à trouver, puisque un certain nombre de mesures qui ont été prises ont eu tendance à gripper un peu l'activité économique, notamment dans le BTP, mais pas seulement. Il y a eu la notation dégradée du Sénégal et d'autres conséquences économiques qu'on continue à ressentir au plan macroéconomique, mais aussi au sein des entreprises et même dans les ménages. C'est vrai que c'est compliqué, hein. C'est vrai que le juge a une part importante. Le reste, c'est, comme on dit, l'appréciation du réalisme. Le réalisme politique, le réalisme social, le réalisme économique du juge qui, en dernier ressort, donc, tranche dans un conflit ou dans un débat. Le plus important, comme vous l'avez bien dit, il appartiendra au juge, parce que nous l'avons dit, c'est seul le juge qui peut apprécier en dernier ressort. Maintenant, je pense que le juge est assez intelligent pour pouvoir apprécier, savoir faire la part des choses
éviter où ça peut faire mal si on doit appliquer toute la rigueur ici donc à ce genre d'opération. Il faut qu'on soit assez réaliste, assez intelligent pour dire que est-ce qu'il n'y a pas un contre-coup donc sur le plan social, est-ce que les entreprises vont aller à la limite à la faillite si on exige autant de rigueur dans certaines situations. Mais en tout cas, c'est un vaste débat qui appartient à nous tous, nous, société civile, les juges, donc l'opinion, et peut-être dans la réalité des choses, on pourra apprécier un dernier ressort. Alors, une dernière question peut-être sur toujours les droits civils, les droits politiques, mais surtout les droits de troisième génération. On en parle de moins en moins et le débat est cristallisé autour de questions très sensibles de la loi qui a été promise pour criminaliser par exemple l'homosexualité. Il y a les droits des femmes, des droits émergents, des droits environnementaux, etc. Est-ce que la société civile spécialisée a lâché le combat, a lâché l'engagement sur ces questions-là qui sont de plus en plus sensibles dans notre société? C'est vrai que c'est difficile. Hein. Je pense que c'est vrai que nous avons une pléthore d'associations qui défendent les droits humains, mais la difficulté, c'est de se spécialiser. Donc, c'est vrai que nous avons AGS, les femmes ou le Sigil Jigen, qui s'occupe donc de l'avortement médicalisé, qui s'occupe de ce qu'on appelle ce qui s'est passé à Maputo, la loi sur Maputo en 2009. Tout ça, pour parler justement de l'avortement médicalisé, c'est pas le plus simple. Hein. Il y a beaucoup d'associations qui se réunissent. On a même des plateformes qui donc regroupent un ensemble d'associations qui vont dans ce sens-là. Mais la difficulté majeure est donc le contexte politique du Sénégal, le contexte social, c'est que c'est pas forcément évident de trouver un consensus au niveau de la société pour donc trancher certains droits. Malheureusement, les droits qui ne sont pas forcément les droits populaires, européens, parce que nous avons des droits, des droits tropicaux, des droits sénégalais qui sont assez spécifiques comparés aux droits français ou aux droits américains, notamment concernant l'avortement, concernant l'homosexualité. Pour nous, on serait adapté au contexte du Sénégal et c'est pas simple qu'on puisse trancher ça d'un coup de baguette magique. Merci Alassane Seck d'avoir pris votre part entière dans ce débat et même de nous avoir aidé à vraiment avoir une vision même plus globale en l'absence de notre deuxième invité que nous n'avons malheureusement pas pu intégrer dans ce débat pour des raisons techniques. Nous nous en excusons auprès de nos auditeurs et auprès de notre invité Moundiaye Cissé, directeur exécutif de l'ONG 3D. À 12h52, c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer et à vous la présenter. El Hadj Ndiogou Diène à la rédaction en chef, Mam Astoukan à la réalisation, à la mise en onde, Abdoulaye Diop, Digital Maïs Mbaye à la production. Hamadi Ndiaye, à 13h, vous avez rendez-vous avec El Hadj Ndiogou Diène pour le grand journal en Wolof. D'ici là, excellente suite des programmes.